Bienvenue et suivez-moi en tant que référence pour la OnePlus Pad et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer le processus de configuration de cet appareil. Maintenant, en dehors de la configuration, je souhaite également aborder, une fois que nous y serons, certains aspects liés à la confidentialité et d'autres éléments associés à cette configuration. Donc, si cela ne vous intéresse pas, je vous indiquerai à quel moment j'en parlerai. Vous pourrez ainsi simplement passer cette partie. Quoi qu'il en soit, pour commencer, nous allons simplement cliquer sur la flèche. C'est la seule chose que nous puissions faire ici. Puis, il faut trouver la langue souhaitée dans la liste. Pour moi, l'anglais a déjà été sélectionné, ce qui est parfait. C'est la langue que je souhaite utiliser. Évidemment, j'en ai beaucoup d'autres dans la liste. Sur la page suivante, nous pouvons choisir notre région et pratiquement toutes les régions auxquelles vous pouvez penser sont présentes ici. Je vais donc chercher la mienne ici. Nous allons choisir la Pologne et ici, je recommanderais en fait de sélectionner une région qui fait partie de l'Union européenne. Et pas parce que vous en êtes originaire ou non, mais simplement parce que l'Union européenne offre de bien meilleurs droits aux consommateurs. Donc, parfois, lorsqu'ils décident de changer quelque chose qui vous serait bénéfique en tant que consommateur. Si une entreprise est obligée de se conformer à ce changement et que cela nuit à ses profits, on peut être à peu près sûr qu'elle ne le fera que là où elle y est contrainte, c'est-à-dire, dans ce cas, l'Union européenne. Et tout ce qui est en dehors de cela, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, continuerait essentiellement à fonctionner comme avant, c'est-à-dire, en gros, d'une manière totalement anticonsommateur. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je recommande de le changer ici et je ne recommande pas non plus de le changer pour quelque chose comme le Royaume-Uni. Même si cela pourrait être très faux d'une certaine manière, la logique ici, mais étant donné que le Royaume-Uni n'est pas vraiment, je ne sais même pas comment le qualifier, très favorable à la liberté d'expression, même s'ils prétendent l'avoir. Et ils veulent aussi avoir un accès comme un accès en arrière-plan, par exemple aux appareils iOS, comme nous le savons, sans avoir besoin de passer par les voies légales appropriées. Juste pour que, tu sais, des enfoirés louches puissent toujours, tu vois, accéder à toutes les données que tu as sur ton appareil sans même que tu t'en rendes compte. Donc, d'une certaine manière, tu es considéré à ce stade comme un criminel jusqu'à preuve du contraire, et tu peux être déclaré innocent par n'importe qui ayant un quelconque pouvoir de leur part, en accédant simplement à toutes tes données sur ton appareil sans avoir besoin d'aucune procédure légale, sans mandat ni rien de ce genre, comme on pourrait s'y attendre. Et cette logique vient en quelque sorte de la partie où le Royaume-Uni a essayé de pousser Apple à leur donner un accès en arrière-plan à iOS et Apple a refusé. C'est pour ça qu'on est au courant. Mais si tu es, tu sais, un petit espion malsain qui veut carrément supprimer toute forme de vie privée et qu'une entreprise vient te dire non, à ce moment-là, quelle est ta meilleure option là tout de suite? Parce que je présumerais, OK, cool, Apple, alors tu ne vas pas vendre de téléphone au Royaume-Uni et le Royaume-Uni représente une part importante des ventes pour Apple. Donc, évidemment, Apple peut dire qu'elles sont, tu sais, pro-vie privée et sécurité, mais quand il s'agit de faire de l'argent, ils sont clairement avant tout pro-argent. Et si ça doit, tu vois, les impacter, alors tu peux être sûr qu'ils vont revenir sur cette vie privée au profit du gain. Et dans ce cas, s'ils acceptèrent de faire ça, ils seraient probablement obligés, avec une clause de confidentialité, de ne jamais en parler. Parce que Dieu nous en préserve, tu sais que ton appareil n'est en fait pas vraiment sécurisé, et Android l'est encore moins. Android est clairement pro-profit, donc on peut être sûr à 100% que cet appareil n'a littéralement aucune vie privée. C'est pourquoi je recommande de le changer pour quelque chose comme en dehors du Royaume-Uni, même si, ailleurs, ça pourrait ne pas avoir d'importance. Donc c'est un peu une approche paranoïaque ici. Et tu sais quoi, je me dis que ça ne change rien pour l'appareil, alors autant essayer en espérant que ça m'apporte un peu de vie privée. Et pour ceux qui font partie de ces idiots qui disent « si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre, c'est tout ». Très bien. Alors pourquoi les politiciens qui créent ces lois sont-ils justement ceux qui en sont exclus? Ont-ils quelque chose à cacher? Pourquoi ne pas les poursuivre? Je tiens donc beaucoup à la vie privée. C'est tout ce qui m'importe, vraiment. C'est mon appareil et ils peuvent aller se faire voir avec mes données, à moins qu'ils ne l'obtiennent par des voies légales, auprès d'un tribunal ou d'un juge. Bref, passons à la suite. Nous avons des informations juridiques.
Nous avons des éléments tels que les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la sécurité des données, bien vu. De toute façon, le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité contiennent quelques détails. Bien que la sécurité des données soit ici présentée comme un tissu d'absurdité, le chiffrement des données est activé par défaut sur cet appareil. Vous pouvez effacer toutes les données en réinitialisant les paramètres d'usine. Cool. C'est comme dire que votre maison est fermée à clé sans vous dire qui a les clés de rechange. C'est formidable que mes données soient protégées et que je puisse les supprimer en réinitialisant mon appareil, mais qui y a accès? J'y ai accès, c'est certain puisque c'est sur mon appareil, etc. Mais encore une fois, pour en revenir au Royaume-Uni, cela ne change rien au fait que le Royaume-Uni détient peut-être aussi des clés de cette situation et de mes données, et willy-nilly peut le visionner quand il le souhaite. Cela signifie donc absolument tout. Trop cool, passons à autre chose. Au fait, je tiens également à préciser que nous appuyons sur « Suivant » et non sur « Accepter ». Par conséquent, nous n'avons en réalité pas accepté ces conditions d'utilisation ni ces données, vie privée ou sécurité, peu importe ce que c'était, cette connerie. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. D'un point de vue légal, vous n'avez rien accepté, le fait que ce soit là et que vous appuyez sur « Suivant » ne veut pas dire que vous acceptez. En tout cas, d'après ma compréhension de l'anglais, ici, on a configuré en utilisant un autre appareil, donc si vous en avez un autre, apportez simplement le mien. Voyez, vous obtiendrez ceci. Donc, ce que je recommande de faire, c'est d'annuler et de ne pas s'embêter avec ces conneries maintenant. La raison pour laquelle je ne recommande pas d'utiliser cette option, c'est parce qu'elle repose essentiellement sur Google, et Google est absolument nul quand il s'agit de transférer vos données, et l'appareil lui-même propose en fait une méthode bien meilleure pour faire cela. Je vais donc vous montrer cela à la fin de la vidéo, car je dois d'abord terminer la configuration pour pouvoir vous présenter l'application correspondante. Mais pour expliquer celle-ci, celle de Google, pourquoi je ne la recommande pas, afin que vous ayez un peu de connaissances à ce sujet pour référence future. Cela vous permet de transférer votre compte Google d'un autre appareil vers celui-ci. Et en plus du compte Google qui est transféré, l'appareil va récupérer tout ce qui est associé au cloud de ce compte. Donc, si vous stockez vos photos sur le cloud, elles seront importées sur cet appareil. C'est la même chose pour les applications. Toutes les applications que vous avez téléchargées depuis le Play Store seront retéléchargées sur cet appareil. Maintenant, gardez bien à l'esprit ce que je dis « retélécharger ». Je ne dis pas « qu'elles vont être migrées ici ou sauvegardées puis restaurées ». Ces téléphones, ou peut-être ce processus, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il privilégie la collecte de données pour ensuite les restaurer. Maintenant, tout type de données qui, par exemple, ne provient pas de Google, donc à titre d'exemple, lorsqu'il s'agit d'applications, si vous avez téléchargé une application depuis GitHub, par exemple, vous avez physiquement cette application sur l'autre appareil, mais cette application ne sera absolument pas prise en compte par Google, car selon la logique de Google, elle ne provient pas du Play Store. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon problème. Donc, évidemment, pour quelque chose qui est censé migrer vos applications, ça fait un travail vraiment médiocre parce qu'en réalité, ça ne migre pas les applications. Et cette même méthode peut aussi être utilisée pour sauvegarder votre appareil, mais c'est la même chose pour la sauvegarde des applications de cette façon. C'est pareil pour les photos si celles-ci dépassent la limite de votre Google Drive, qui, je crois, est de 15 gigaoctets. Oui, celles-là seront laissées de côté. Vous pouvez vous débrouiller avec ça vous-même, parce que Google ne le fera sûrement pas, à moins que vous ne leur donniez de l'argent. Donc, comme je l'ai dit, c'est absolument horrible et ce n'est même pas une bonne migration, donc on va passer à autre chose maintenant. Page suivante, on a la connexion au réseau Wi-Fi, qui est une étape complètement optionnelle et que vous pouvez en fait ignorer ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de réseau. Pour la méthode de déverrouillage suivante, nous avons le mot de passe et la reconnaissance faciale. La deuxième, la reconnaissance faciale, est une donnée biométrique. Or, les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Donc, l'appareil va en fait vous obliger à choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe, qui sont les trois options sous l'option mot de passe juste ici. Si la reconnaissance faciale échoue à déverrouiller l'appareil, vous pouvez toujours le déverrouiller en toute sécurité avec un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Maintenant, je vais sélectionner uniquement le verrouillage d'écran et je vais choisir le schéma. Important,
Votre mot de passe de verrouillage d'écran ne peut pas être récupéré. Super, d'accord, on continue. Donc, nous allons le dessiner, le répéter, et c'est fait. Maintenant, nous pouvons passer à la page suivante. Et voici la partie dont je voulais parler concernant la confidentialité et la sécurité. Ici, il pourrait être un peu plus difficile de montrer cela. Si vous voulez tester cela vous-même, mais je tiens quand même à le mentionner, et vous pouvez aussi faire ce genre de test sur un téléphone, ce qui serait plus adapté au raisonnement que je vais vous exposer ici. J'ai plusieurs choses différentes ici. Nous avons la localisation, l'envoi de données de diagnostic utilisateur, ainsi que quelques trucs inutiles ici. Installer des mises à jour et des applications dont je parlerai à la fin. Mais en ce qui concerne la localisation, cela permet essentiellement à l'appareil d'être localisé via le GPS ou le Wi-Fi. Donc, logiquement, si vous désactivez cela, votre appareil devrait automatiquement être, en gros, hors réseau. Il ne peut pas être localisé puisque vous avez désactivé la localisation, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une sorte de mensonge par omission, car ce ne sont que les deux méthodes par lesquelles votre appareil est localisé. Il y en a beaucoup d'autres qui permettent de suivre votre appareil en permanence. Aussi, une autre chose ici qui est automatiquement désactivée avec la localisation, c'est l'autorisation de balayage. Cela permet à l'appareil de rechercher des réseaux Wi-Fi et des signaux Bluetooth. Maintenant, en désactivant ceci ou cela, ou en gros les deux, votre appareil ne peut plus rechercher d'autres signaux. Cela n'empêche pas vraiment l'appareil ou d'autres appareils de rechercher votre signal. Donc, en ce qui concerne la localisation, c'est l'une des façons dont cela peut être fait. C'est bien que vous ne soyez pas localisé via le GPS ou le Wi-Fi, et c'est bien que votre appareil ne recherche pas ces éléments mentionnés, mais les autres appareils ne font pas la même chose. Ces appareils vous recherchent. Ils savent quel est votre appareil, quel est son email ou son numéro de série, et transmettent ces informations plus loin. Donc, tout cela ne signifie plus grand-chose à ce stade. Et enfin, nous avons l'envoi des données utilisateurs et des données de diagnostic, ce qui est automatiquement désactivé en coupant cette option. Si votre appareil transmet des informations telles que votre email ou quelque chose comme un numéro de série de cet appareil, évidemment, ce sont des données utilisateurs, c'est votre appareil, donc ce sont vos données, tout ce qui se trouve ici vous appartient. Et si d'autres appareils peuvent reconnaître exactement ce qu'est votre appareil, ou obtenir n'importe quelle information à son sujet, comme par exemple sa marque, son numéro de série, son modèle ou tout autre détail. Ce sont des données qui ne devraient pas être accessibles puisque ce paramètre est désactivé, mais je suis presque certain qu'elles le sont quand même. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas facilement vérifier, je dirais, ou du moins, je ne connais aucun moyen de le faire. Mais lorsqu'il s'agit des téléphones avec toutes ces options, l'une des autres choses que je mentionnerai aussi sur les téléphones, c'est par exemple la connexion à une antenne relais. Parce que par exemple, avec tout cela, techniquement, votre appareil ne devrait pas pouvoir être localisé, vous ne devriez pas vous connecter à quoi que ce soit et il ne devrait pas envoyer d'informations, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons tous désactivé tout cela maintenant. Si vous lisez plus en détail, ce n'est pas vraiment ce qui est indiqué, mais d'après la description ou le titre, on pourrait le croire, cela le laisserait entendre. Donc dans tous les cas, cela étant dit, même si votre téléphone n'a pas de carte SIM ou n'est pas connecté au Wi-Fi, vous pouvez le prendre, composer le 911 et l'appel passera. Quelqu'un répondra et il saura aussi à peu près où vous vous trouvez. Comme l'antenne relais à laquelle l'appareil se connecte, sans même que vous le sachiez, transmet vos informations. Ou même si ce n'est pas votre appareil qui transmet vos informations, l'antenne relais, elle, le fait certainement. Donc ce n'est peut-être pas aussi précis que, par exemple, le GPS, mais cela vous situera tout de même dans la zone de couverture d'une antenne relais. Je dirais que c'est quand même assez précis. Et enfin, il y a la section « Installer des mises à jour et des applications » qui vous donne simplement une sorte de menu où vous pouvez désinstaller, installer des mises à jour et gérer les applications. Génial, hein? Mais le truc un peu bidon ici, c'est que ça ne mentionne jamais les mises à jour OTA et vous ne savez probablement même pas ce que c'est. Peut-être que vous avez entendu ce terme une ou deux fois, mais vous n'avez probablement jamais vraiment su à quoi ça sert pour vous. Donc, les mises à jour OTA, c'est le processus bidon qui tourne en arrière-plan sur chaque appareil. Et vous pouvez en fait le voir avec une application supplémentaire qui vous permet simplement de voir les processus au lieu des applications.
Ce processus est donc responsable de forcer sur votre appareil des choses que vous ne voulez pas forcément. En général, cela sert, je crois, au correctif de sécurité. Donc, lorsqu'il y a une sorte de vulnérabilité qui est corrigée pour Android, elle sera poussée sur votre appareil par ce biais. Donc, vous pouvez désactiver les mises à jour système pour ne pas recevoir, par exemple, de nouvelles versions d'Android ou quoi que ce soit de ce genre, ni de mise à jour d'applications ou autre chose similaire. Mais même lorsque tout ce qui concerne les mises à jour est désactivé que vous pouvez trouver dans les paramètres, eh bien, les mises à jour OTA continueront de fonctionner et mettront quand même à jour votre appareil, sans jamais même vous avertir qu'elles sont en train de mettre à jour, de télécharger ou d'installer quoi que ce soit sur votre téléphone. Donc vous n'êtes jamais réellement averti de cela et vous ne pouvez jamais le voir ou le vérifier. Et vous avez probablement déjà parfois fait l'expérience de cet effet où votre appareil ou une application, par exemple quelque chose comme le Play Store, commence à avoir une apparence différente d'un jour à l'autre. Même si votre téléphone n'a jamais mis à jour ladite application ni Android sur votre appareil. Et pourtant, l'application elle-même change d'apparence ainsi que la façon dont tout y est organisé. Cela a été fait via des mises à jour OTA dans ce cas, et je le mentionne parce qu'il y avait autre chose qui allait se produire. Google eux-mêmes sont partiellement revenus dessus, mais pour vous donner un contexte à ce sujet. En 2025, Google a annoncé qu'ils allaient résoudre le problème des applications malveillantes. Et au lieu de le résoudre sur leur Play Store, là où se trouvent leurs applications, ils ont décidé de le résoudre sur les marchés tiers où vous pouvez installer des applications provenant de sources inconnues. Et ils allaient résoudre ce problème de la manière la plus incroyable. Et non, ce n'est pas vrai. Il ne s'agissait pas de services anti-malware ou de services qui scanneraient les applications pour voir si elles contiennent un virus, mais plutôt de bloquer toute installation d'applications tierces, à moins que le développeur de l'application ne paie une rançon à Google pour que Google lui donne la possibilité de signer l'application afin que les gens puissent l'installer. Excusez-moi, c'est quoi ce bordel? Donc, en gros, Google a décidé qu'ils allaient empêcher toute forme de liberté sur votre appareil, à moins que les développeurs qui ont délibérément contourné Google pour, vous savez, vous offrir une meilleure expérience en dehors de leur écosystème. Google, c'est genre « Wow, vous ne pouvez pas avoir ça, vous êtes fous. Nous voulons de l'argent, donc soit vous nous payez, soit vous pouvez aller vous faire voir. » Et ça, c'était censé être une solution contre les applications malveillantes. Maintenant, vous vous demandez peut-être où nous en étions. Est-ce qu'ils résolvent le problème des malwares? Parce que les applications malveillantes peuvent toujours être signées tant qu'elles paient la rançon. Où est-ce que le Play Store est corrigé de ce problème? Toutes ces informations restent sans réponse. Maintenant, à cause de l'indignation des gens, et à juste titre, Google est partiellement revenu sur sa décision. Et ce qu'il prévoit de mettre en place sera une sorte de gêne partielle lors de l'installation d'applications tierces. Je sais que, par exemple, Samsung, que j'utilise au quotidien, a déjà mis en place quelque chose de similaire. Il bloque donc l'installation d'applications tierces, mais vous pouvez désactiver ce paramètre. Mais contrairement aux sources inconnues, où lorsque vous essayez d'installer une application, une petite fenêtre s'affiche et vous pouvez simplement appuyer dessus pour aller dans les paramètres et désactiver cela. Celle que Samsung, par exemple, utilise se superpose aux sources inconnues et ne vous redirige pas pour que vous puissiez la désactiver. Vous devez savoir comment elle s'appelle, la trouver vous-même dans les paramètres pour la désactiver, puis désactiver également les sources inconnues. Donc, je suppose que lorsque Google mettra enfin cela en place et que cela sera déployé via les mises à jour OTA sur votre appareil, cela fonctionnera probablement. Quelque chose de similaire à ce que fait Samsung. Ce qui signifie que vous devrez trouver et connaître le nom des paramètres pour le désactiver. Et qui sait, vous pourriez avoir besoin de le désactiver à chaque fois que vous essayez d'installer une application. Comme ils vont essayer de rendre la chose aussi pénible que possible, je suppose que oui. Maintenant que c'est dit, passons à la suite et voici la préparation de votre tablette. Cool! Nous avons des services recommandés que nous pouvons examiner ensemble afin de voir si vous les souhaitez ou non. Et à partir de là, nous allons simplement passer à la page suivante où nous abordons les programmes d'expérience utilisateur. C'est en gros une façon détournée de dire ça. OnePlus, dans ce cas précis, souhaite, je crois, collecter vos données afin d'améliorer l'expérience utilisateur de l'appareil. Vous avez payé pour cet appareil. Donc, ils vont devoir l'améliorer, qu'ils le veuillent ou non, ou alors ils cesseront simplement de faire des ventes.
Nous pouvons donc simplement refuser cela. Il n'est pas dans votre intérêt de leur fournir des données qu'ils pourraient démonétiser sous prétexte d'améliorer, entre guillemets, l'expérience utilisateur. C'est à eux de s'en charger. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle était d'acheter cet appareil et de leur donner de l'argent si vous le vouliez, ce que vous avez fait. Tout ce qui sort de ce cadre, ils peuvent payer pour obtenir ces données qu'ils souhaitent, tout comme vous avez payé pour leur appareil. Donc, si ce n'était pas comme cela devait l'être dès le départ, alors qu'est-ce que vous avez bien pu acheter? Maintenant, passons à la suite. Nous avons la navigation avec boutons et gestes. Il y a deux modes ici, je pense, avec les boutons. Oui, il y a l'option d'inverser la position du bouton retour pour le mettre à droite ou à gauche, tandis que les gestes, ici, il n'y a rien pour l'instant, montagne. Je crois que les gestes et les boutons, tous les deux, offrent des options supplémentaires accessibles dans les paramètres qui vous permettent, par exemple, d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du geste retour depuis les côtés, de désactiver des fonctions comme l'assistant activé par un balayage depuis les coins et aussi d'activer la fonctionnalité cercle pour rechercher qui s'effectue en maintenant la barre de guidage et peut-être, ce que je n'ai pas vérifié, de masquer la barre de guidage. Ce qui automatiquement désactive aussi la fonction cercle pour rechercher, dans ce cas si elle est masquée, tandis que le bouton, je crois, propose le cercle pour rechercher en maintenant le bouton d'accueil. Et je pense que vous pouvez désactiver cela, et honnêtement, c'est tout ce dont je me souviens, donc on continue. Nous sommes pratiquement prêts, mais je me souviens encore de vous montrer l'application que vous souhaitez utiliser pour transférer vos données, et cette application se trouve sur une deuxième page. Je crois, non, où est-ce? Outils ici. Non, le voilà, il est juste ici. D'habitude, c'est dans les outils. Mais il semble que sur une tablette, il soit sur l'écran d'accueil, sur la première page, et il s'appelle Clone Tablet. Maintenant, vous pouvez en fait cloner, pas seulement des tablettes. Donc, par exemple, si vous avez un téléphone OnePlus, Vivo, Realme ou Oppo, cela fonctionne aussi pour les téléphones ou les tablettes. Vous pouvez utiliser cette même application qui se trouve sur ces appareils et sur les téléphones. En revanche, elle s'appellera Clone Phone, pas tablette. Mais elle vous permet aussi de connecter ces deux appareils ensemble et de transférer toutes les données de cet appareil vers celui-ci. Et la raison pour laquelle je recommande cette application spécifique en général pour le clonage, c'est parce que ces applications vous offrent une manière beaucoup plus complète de gérer vos données sur l'autre appareil. Ce qui vous permet de transférer des éléments comme les journaux d'appel, les messages, les contacts, les photos, toutes les applications ainsi que les données des applications, c'est-à-dire les informations qui sont enregistrées sur l'appareil que vous utilisez. Et c'est par exemple, si vous ouvrez une application et que vous la mettez en mode sombre, l'application elle-même, parce qu'elle a ce réglage, c'est ça les données d'application. Et ensuite, lorsque vous transférez cette application avec ces données, l'option du mode sombre que vous avez sélectionné sera conservée sur l'autre appareil. Donc c'est à peu près ce que vous obtenez. Et parfois, du moins je me souviens qu'à l'époque, les données d'application incluaient aussi les identifiants de connexion. Donc vous n'aviez pas besoin de vous reconnecter. Mais je pense qu'ils sont revenus là-dessus car cela représentait une petite faille de sécurité. C'est en tout cas ce que je dirais. Ce sera une bien meilleure façon de procéder. Et si vous transférez des données d'un ancien appareil vers celui-ci, vous utiliserez toujours la fonction de clonage de tablette ou de téléphone. Et vous pouvez utiliser cette application sur d'autres marques, comme par exemple Samsung. Il vous suffit de la télécharger depuis le Play Store ou l'App Store si vous utilisez Apple, et elle fonctionnera de la même manière. C'est donc une option fantastique pour migrer toutes vos données d'un appareil à un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.